très bien, il est midi 5, donc je pense que nous allons commencer. Je vois encore qu'il y a des gens qui rejoignent au fur et à mesure, hein. Il faut que les gens se connectent. Mais en tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous pour ce webinaire avec Maître David Willig. Donc pour rappel, donc nous sommes la Framco, la Chambre de commerce franco-américaine de Floride de l'Ouest. Hein, donc on est aussi connu sous le nom FACC West Florida. Je vous invite à aller checker notre website ou sur les réseaux sociaux pour nous trouver. Et donc nous faisons ce webinaire USA mode d'emploi. Donc encore une fois avec Maître David Willig, qui est membre de notre Chambre de commerce et qui donc a souhaité vous informer et vous apporter des informations pour votre expatriation. Que ce soit une idée ou que ce soit en cours ou que vous soyez déjà ici, ça vous sera utile. Et Maître Willig vous apportera plein d'informations et peut vous aider bien au-delà de ça après le webinaire. Voilà. Maître Willig, je vous laisse vous présenter. Très bien, merci beaucoup. Merci Charles. Et j'aimerais d'abord exprimer mes remerciements à Charles, Eugénie et toute l'équipe de Framco qui m'a aidé à organiser cet événement. Et je vous remercie aussi tous ceux qui assistent virtuellement. Je vous remercie encore d'être avec nous. Donc, j'aimerais introduire un petit parcours rapide des grandes lignes pour les Français aux USA. Et j'aimerais peut-être prendre quelques secondes pour me présenter un peu. Donc, vous avez vu, je m'appelle David Willig, je suis membre de Framco. Je suis avocat américain. Je suis aussi civil law notary, une forme de notaire qu'on a créée par la législation en Floride, qui est désignée pour faire plus ou moins la place d'un notaire français comme en France. C'est très utile pour beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, et surtout depuis que le consulat général de France ne fait plus d'actes notariés. Donc, vous avez une autre option. Et donc, je suis à votre disposition éventuellement pour des actes authentiques ou des actes notariés. Donc, je suis aussi avocat inscrit au barreau en France, au barreau de Paris, devant la Cour d'appel de Paris. J'ai fait cela à base d'un examen il y a quelque temps. Je me suis inscrit, comme j'ai dit, au barreau de Paris et j'ai eu quand même acquis une certaine expérience en droit français, y compris avoir plaidé devant des tribunaux français. Donc, comme vous le savez, Framco a son siège à Tampa. Moi, je connais bien la région parce que je suis diplômé de l'Université du Sud de la Floride à Tampa. Notamment, j'ai fait mon diplôme en langue française, notamment la littérature. Et j'ai travaillé aussi pendant mes années universitaires dans le port de Tampa, où j'ai acquis quand même une certaine expérience linguistique. À la suite de cela, je suis parti pour faire des études en France. J'ai assisté l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, où j'ai étudié notamment la langue japonaise. Ensuite, je me suis inscrit à l'INALCO, qui est populairement connue sous le nom de Langzhou, une université spécialisée à Paris, où j'ai approfondi mes études de la langue japonaise. Et j'ai assisté aussi l'Institut de droit comparé, qui fait partie de l'Université de Paris 2, où j'ai fait 2 brevets de traduction juridique avec une mention bien en anglais et une mention assez bien en espagnol. Donc, depuis, j'exerce en tant qu'avocat en Floride et ensuite en France. Et je suis aussi médiateur, c'est-à-dire je suis inscrit auprès de la Cour suprême de la Floride en tant que médiateur pour la Cour du circuit en Floride, c'est-à-dire que je peux, en tant que médiateur, aider des parties qui sont impliquées dans un différend, un litige, que ce soit devant un tribunal ou avant d'être introduit devant la justice. Je peux aider à orienter les gens vers une transaction à l'amiable pour mettre fin à une dispute entre des parties. La dernière chose que j'aimerais dire, je suis aussi chroniqueur d'un journal en français édité en Floride qui s'appelle Le Courrier des Amériques. Et donc, vous pouvez voir ma chronique tous les mois dans ce journal qui touche des sujets typiquement de droit qui sont d'intérêt aux lecteurs français et francophones de Courrier des Amériques.
Donc, avec cela, j'aimerais lancer la substance de notre présentation et j'aimerais commencer par la première étape. La première étape, c'est vous arrivez aux États-Unis ou vous voulez venir aux États-Unis. Donc, d'abord, pour venir aux États-Unis, quel genre de visa? Est-ce que vous voulez rester longtemps? D'après mon expérience, la plupart des Français avec qui j'ai affaire veulent rester aux États-Unis pour un séjour durable, c'est-à-dire au moins pendant quelques années et parfois encore plus longtemps que ça. Donc, il y a deux grandes catégories de visas aux États-Unis. Il y a les visas immigrés et les visas non immigrés. Et je vais commencer par une description des visas non immigrés qui sont les plus communs. Je ne vais pas discuter toutes les catégories de visas parce qu'on peut passer probablement toute une journée uniquement sur les visas non immigrés. Pour votre savoir, il y a environ 34 catégories de visas non immigrés, mais je veux discuter de 3 ou 4 brièvement qui sont peut-être du plus grand intérêt aux personnes, aux ressortissants français, européens et même d'autres pays. Donc, d'abord, je vais distinguer le dit visa H1B et j'ai aussi, je sais que beaucoup de Français, ils ont accès à l'Internet aussi et veulent rechercher les visas. Donc, peut-être ce sont des noms de catégories que vous connaissez déjà. Donc, le visa H1B, je vais parler rapidement parce que c'est un visa qui n'est pas demandé par le ressortissant même. Le visa H1B, c'est un visa d'employé temporaire qui implique typiquement une formation assez avancée, typiquement universitaire, ou des années équivalentes des études universitaires. Et comme il s'agit d'une offre d'emploi, le H1B est vraiment déposé par un employeur typiquement et pas par le candidat. Donc, les 3 autres visas que j'aimerais approfondir un peu, c'est le visa E1, E2 et L1. Je vais commencer par le L1. Le L1, c'est un visa qui est réservé pour un cadre d'une société européenne, française ou d'ailleurs qui veut créer une succursale ou une opération aux États-Unis et qui veulent envoyer une personne pour gérer cette nouvelle opération aux États-Unis. Donc ça, c'est le visa L1. C'est un visa qui est non immigré, il est limité dans le temps, il peut durer environ 5 ou 6 ans au maximum. Et le visa L1 implique que la maison mère en France ne va pas être dissoute, elle va continuer ses opérations normalement. Et aussi, ça implique que le candidat pour le visa L1 ait été employé auprès de la société européenne, française ou étrangère pendant au moins 12 mois avant le dépôt de la demande de visa. Donc, le visa E1 et E2 sont deux visas compagnons, on peut dire, parce qu'ils dépendent tous les deux d'un traité entre les États-Unis et un pays en particulier. Avec la France, il y a l'un des premiers traités de navigation, commerce et amitié. Et c'est ça qui permet, ou plutôt facilite, favorise des investissements d'un côté, ça c'est le visa E2, ou du commerce, ça c'est le visa E1. Le visa E1 commerce implique que le candidat va créer une entreprise aux États-Unis qui va faire principalement des affaires avec le pays d'origine ou le pays qui a souscrit le traité avec les États-Unis. Le visa E2, ça c'est le côté investissement. Donc le visa E2, évidemment, ça implique un investissement, il dépend aussi du traité. Il est un peu plus souple, je dirais, que le visa E1 parce que le visa E2 permet n'importe quelle activité. Il n'est pas limité à faire des affaires avec le pays d'origine ou le pays du traité. L'activité n'est pas limitée dans ce sens. Donc, quelles sont les grandes lignes du visa investisseur? D'abord, il faut que ce soit un investissement qui est au risque personnel de l'investisseur, c'est-à-dire que l'investisseur a le risque de tout perdre. Et donc, ça peut être valable même si
l'investisseur à emprunter d'argent pour faire l'investissement parce qu'un emprunt risque toujours d'être au risque personnel de l'investisseur. Il y a aussi la possibilité, s'il y a une garantie personnelle, on va discuter prochainement d'un bail. Si vous avez une garantie personnelle sur un bail, ça peut rajouter à votre investissement. Donc, il faut que ce soit aussi un investissement qui est substantiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, substantiel? Parce que pour ce genre de visa d'investisseurs non immigrés, le règlement ni la loi prescrivent un montant particulier pour l'investissement. Substantiel, en essence, veut dire qu'il y a un investissement qui va au-delà de soutenir l'investisseur et sa famille. Donc, on peut sous-entendre que cet investissement doit générer quelques emplois. Encore, la loi ne précise pas le nombre d'emplois et dans un premier temps, souvent, s'il s'agit d'une nouvelle entreprise, la demande de visa est basée sur des chiffres projetés pour l'exploitation de la société. Parfois aussi, on peut acheter un fonds de commerce qui sert de base pour le visa d'investisseur. Et donc, si vous avez un fonds de commerce qui existait depuis quelque temps, vous avez peut-être une historique de la performance de l'exploitation de cette société. Et donc, vous pouvez fournir des chiffres. Aussi, pour une entreprise neuve ou achetée par un fonds de commerce, typiquement, il va falloir générer des emplois simplement par la nature de l'entreprise. Par exemple, si vous êtes un Français qui veut ouvrir un restaurant aux États-Unis, en Floride ou ailleurs, évidemment, un restaurant, dans très peu de cas, est une entreprise unipersonnelle. Donc, il faut des serveurs, des cuistots, des gens qui vont travailler dans le restaurant, laver la vaisselle. Donc, il y a beaucoup de fonctions. Donc, typiquement, il n'y a pas vraiment de doute qu'un investissement comme, par exemple, un restaurant, boulangerie, pâtisserie, va évidemment générer des emplois. Donc, un autre aspect important du visa d'investisseur, c'est que l'investissement doit être un investissement actif, c'est-à-dire qu'il faut que l'investisseur soit un gérant qu'il va contrôler et diriger l'entreprise. C'est ça les critères de la loi sur les investissements et le règlement sur les investissements E2. Donc, pour certains investissements, c'est peut-être trop passif. Par exemple, parfois, on m'avait demandé dans le passé, est-ce que si je peux acheter une maison en Floride, est-ce que je peux prendre ma retraite? Il n'y a pas de visa pour les retraités, ni un visa immigré. Mais on peut dire qu'un visa d'immigré est une sorte de visa de retraite parce que ça vous permet de rester aux États-Unis indéfiniment. Donc, pour le visa E2, il y a cette obligation d'être un gérant actif des différentes fonctions de la société et ça implique aussi un investissement qui soit substantiel. Normalement, et ça depuis, je pense, le début de la pandémie, le règlement a été changé ou la pratique a été changée. Et désormais, il approuvait les visas E2 pour une période initiale de 2 ans. Mais ce qui est important à savoir du visa d'investisseur, c'est que si l'entreprise va bien, si elle est bénéfique, si elle est substantielle, qui génère des emplois, il est possible de renouveler ce visa non immigré pratiquement indéfiniment, c'est-à-dire vous n'avez pas la limite de 5 ou 6 ans comme le visa L1. Si vous avez une entreprise qui va bien, comme j'ai dit, vous pouvez exploiter cette entreprise avec le visa E2 pendant 10, 20, 30 ans, le temps que ça peut tourner, comme j'ai dit, de manière bénéfique. Donc, une boulangerie peut être un investissement pour un E2. Un salon de coiffeur peut
être un investissement pour un E2. Et je cite simplement des exemples que j'ai faits pour des Français depuis le début de ma carrière qui a commencé ici en Floride. Donc, je vais parler brièvement des visas de visiteurs. Beaucoup de Français connaissent déjà le visa dit ESTA. Le visa ESTA n'est pas vraiment un visa, c'est une entrée sans visa, en effet. ESTA, c'est le successeur du Visa Waiver Program, c'est-à-dire un programme par lequel le gouvernement des États-Unis renonçait aux besoins des ressortissants de certains pays de demander un visa au préalable. Donc, autrefois, si vous avez voyagé il y a quelque temps aux États-Unis, vous vous rappelez que juste avant l'atterrissage aux États-Unis, on distribuait des cartons verts que vous remplissiez et que vous donniez au contrôle de passeport à l'entrée. Et donc, c'était ça qui vous a donné le visa. C'est un visa qui est un peu différent d'un visa de tourisme que vous pourrez avoir dans votre passeport, un visa B1, B2, un visiteur pour plaisir ou pour des affaires. Le visa ESTA ou le visa waiver est limité dans les changements qu'on peut faire une fois sur place aux États-Unis. Il y a très peu d'exceptions pour le visa ESTA, mais si vous avez un visa B1, B2 dans votre passeport, il y a différentes possibilités pour changer de statut de visa sur place aux États-Unis. Donc, je vais parler rapidement des visas immigrés. Les visas immigrés sont principalement de deux catégories. Des visas qui dépendent des relations familiales ou un visa qui dépend d'une sorte d'offre d'emploi. Il y a aussi un visa qui est titré un visa pour un cadre international ou un gérant international. Ça, c'est en quelque sorte l'extension, si vous voulez, d'un visa L1 pour un cadre transféré ou muté aux États-Unis. Le visa de cadre international est indépendant du visa L1, donc il faut le qualifier indépendamment, mais les critères sont très semblables. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt des visas d'investisseurs. Il y a aussi un visa d'immigrés dit pour les investisseurs. Peut-être vous en avez entendu parler. C'est le visa EB5. C'est le dit visa millionnaire. C'est un visa qui permet une personne d'avoir une résidence permanente aux États-Unis avec un investissement de $1 million et la création de 10 emplois ou l'entreprise située dans une zone de difficulté économique. Les montants sont 500 000 et 5 emplois. Il y a eu une loi qui a augmenté les montants de $1 million à 1,8 million et 500 000 à 1 million. Mais cette loi a été cassée par une cour d'appel aux États-Unis. Donc, pour le moment, les montants restent 500 000 et 1 million de dollars, comme j'ai dit, soit dans une zone à votre choix ou dans une zone de difficulté économique pour donner un peu d'essor des habitants de ces endroits. Donc, une autre catégorie de visa immigré, c'est le visa pour un conjoint, un époux, une épouse. En fait, il n'y a pas de limite sur les visas disponibles pour le conjoint d'un citoyen américain. Donc, vous pouvez demander cela sans limite parce que d'autres visas qui dépendent des relations familiales sont souvent limités dans le temps où il y a une longue queue d'attente en fonction du pays où les familiers se trouvent. Mais le visa pour le conjoint, c'est une situation assez différente et distincte. Donc, une fois que vous arrivez aux États-Unis, vous allez confronter déjà des implications juridiques, que ce soit la question pour se loger, que ce soit pour des vacances Airbnb ou un hôtel classique. Il y a un contrat d'hôtel, il y a évidemment des conséquences si vous faites des dégâts dans un hôtel, s'il y a d'autres agissements
pendant l'hôtel. Il faut noter aussi que dans certaines villes, on ne peut pas avoir Airbnb en exploitation. Donc, ça peut être d'intérêt soit pour une personne qui veut visiter aux États-Unis, soit pour une personne qui achète un bien, qui veut mettre en location à travers Airbnb pour être sûr que vous êtes dans un local légitime qui va vous permettre d'exploiter sur Airbnb. Donc, il y a aussi la notion de location saisonnière, qui sont aussi des locations à court terme. Quand je pense aux locations saisonnières, je pense souvent à certains clients québécois qui arrivent en Floride, mettons, du Québec vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et ils restent jusqu'à ce qui commence à faire chaud en Floride vers le mois de mai. Donc, on est là au moment où beaucoup de Québécois rentrent chez eux pour passer l'été chez eux, qui est peut-être, il fait moins chaud là-bas au Québec. Donc, si vous allez demander une location résidentielle, soit parce que vous avez un emploi temporaire sous un visa H1B, ou vous n'êtes pas encore en mesure d'acheter un bien, typiquement, une location résidentielle est fixée par un terme d'une année, un mois, 12, enfin un an, 12 mois. Souvent, dans le passé, les propriétaires offraient des options pour prolonger la location. Dernièrement, avec le mouvement et la volatilité des prix des loyers et des biens immobiliers en général, il y a une tendance de limiter cela pour pouvoir profiter éventuellement des augmentations de loyers, etc. Si vous allez exploiter une entreprise en Floride, il faut penser non seulement à se loger, vous et votre famille, mais aussi à loger l'entreprise. Donc, typiquement, si vous allez demander un visa E2, un bail va faire partie de votre dossier pour la demande de visa pour montrer que non seulement vous avez fait en partie votre investissement dans le lieu physique pour loger et exploiter l'entreprise, mais aussi pour monter ou augmenter même le montant, comme j'ai dit, avec une garantie personnelle. J'ai eu une fois un propriétaire qui voulait une garantie additionnelle d'un Français parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas avoir à poursuivre quelqu'un jusqu'en France pour avoir son argent. Donc, c'est peut-être un côté positif aussi parce qu'il y a très peu de propriétaires qui veulent vraiment poursuivre des gens jusqu'en France, mais ça serait quand même le cas exceptionnel. Donc, comme je disais, pour le visa E2, vous allez probablement avoir un bail qui fait partie de votre dossier. Et si vous achetez un fonds de commerce, typiquement, vous allez prendre la cession du bail de votre vendeur du fonds de commerce. Donc, ça serait aussi une question de prudence, de diligence, d'examiner le bail, si c'est un bail où il y a peut-être des conditions un peu particulières, ou si vous achetez un bien qui a des locataires, vous allez vouloir examiner tous les baux et connaître les autres locataires et l'historique des locataires et leur historique de paiement des loyers. Donc, finalement, je voulais parler un peu d'acheter un logement pour vous. Comme j'ai dit, si vous achetez une seule maison, surtout si c'est pour vous loger vous-même, probablement ça ne va pas suffire pour un visa E2 d'investisseur parce qu'on va considérer que la gestion est minime dans une seule maison, même s'il est mis en location. Donc, si un investissement E2 va porter sur les biens immeubles en Floride, il faut compter plutôt plusieurs biens ou bien un appartement, un bloc d'appartement, quelque chose qui va exiger qu'il y a une vraie gestion parce que typiquement,
un investissement immobilier peut être très passif, une question simplement de percevoir un chèque de loyer tous les mois. C'est vrai que de temps en temps, vous avez des locataires qui vont se plaindre de ceci ou de cela et qui veulent faire réparer quelque chose, mais ce n'est pas tous les jours ni toutes les semaines qu'un locataire va avoir besoin d'autant d'attention que cela. Donc, voilà pour les implications de logement. Donc, j'aimerais aborder la question de la vie active parce que la plupart des visas non immigrés impliquent une vie active, que ce soit le visa L1 qui va impliquer un cadre muté pour lancer une succursale aux États-Unis ou c'est un investissement. Ça implique qu'on va se lancer dans la vie active. Donc, comme j'ai dit, la plupart des visas non immigrés impliquent une activité quelconque. Donc, une première question qui va se poser, c'est la question à savoir si on va vouloir exploiter l'entreprise ou l'activité en votre nom personnel, une personne physique, ou bien, si vous voulez, une personne morale, une personne juridique, comme une SARL en France ou une société anonyme. Donc, en Floride et aux États-Unis, de manière générale, il existe plusieurs formes de sociétés ou d'entités, si vous voulez, pour servir de véhicule pour exploiter l'entreprise. Mais les deux catégories les plus intéressantes ou les plus utilisées sont la dite corporation, une forme de société. Il est différente. Bon, d'abord, j'ose dire que ça peut varier d'un État à l'autre aux États-Unis. Donc, moi, j'exerce principalement en Floride, donc ça, c'est mon point de référence principal. Donc, une société corporation en Floride peut être créée assez facilement pour quelqu'un qui va exploiter une entreprise, à la différence de la SARL ou de la société anonyme en France. La corporation en Floride peut être exploitée de manière unipersonnelle, c'est-à-dire l'investisseur peut être détenteur de 100% des actions. Une petite parenthèse pour un visa d'investisseur E2, normalement, pour diriger et contrôler, il faut détenir au moins 51% d'une société des actions pour voter les directeurs qui vont ensuite nommer les officiers. Mais le règlement permet que des investisseurs peuvent détenir des actions dans une société à 50% à part égale, à condition qu'il y ait au moins un moyen documenté qui va permettre l'un des actionnaires d'être l'investisseur et de diriger et contrôler, parce que pour une telle entreprise, on peut avoir un visa un seul investisseur, mais le visa E2 permet aussi d'embaucher des gens de la même nationalité qui soient des employés de critères un peu particuliers, qui ont des atouts très spécifiques qui vont aider l'exploitation ou la croissance de la société. Donc, pour revenir rapidement à la personne morale et à la corporation qui peut être unipersonnelle, comme j'ai dit, il y a aussi la LLC, Limited Liability Company. Et je vois souvent que les Français qui achètent une maison en Floride sont souvent conseillés, pas forcément par des avocats, peut-être par des agents immobiliers, de former une LLC, Limited Liability Company, pour détenir le bien immeuble. Et il y a un peu de sens pour cela, parce que ça va éviter ou donner une autre couche de protection contre la responsabilité éventuellement qui peut arriver. Par exemple, si quelqu'un glisse et tombe dans une maison, qui vont demander peut-être des dommages et intérêts. Donc, vous avez normalement, si vous avez une hypothèque sur la maison, vous allez avoir une obligation d'assurer le bien. Donc, ça, c'est la première couche de protection. Et de mettre le bien immobilier au nom d'une société, c'est une deuxième couche de protection.
Donc, la LLC est différente de la corporation dans plusieurs sens, mais de manière générale, on peut dire que la LLC, c'est une sorte de personne morale hybride, c'est-à-dire que c'est une personne morale juridique à part des personnes qui le composent en tant qu'actionnaires. En fait, la LLC, les investisseurs, ce sont des membres et pas des actionnaires. Et les parts ou les actions sont des intérêts de membres. Donc, typiquement, dans une LLC, même s'il s'agit d'une personne morale à part des personnes qui le composent, les pertes ou les profits d'une LLC suivent la règle de transparence fiscale, c'est-à-dire que les pertes ou les profits sont reportés sur la déclaration des impôts sur le revenu des membres de la LLC. Donc si vous détenez 30%, s'il y a 1 000 $ de bénéfices, vous allez reporter 300 $ de bénéfices sur votre déclaration. Et s'il y a des pertes de 1 000 $, vous allez reporter une perte, ce qui sera une déduction, si vous avez d'autres revenus d'ailleurs, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, on va discuter prochainement un peu plus sur la fiscalité. Mais une autre chose, si vous êtes engagé dans l'exploitation d'une entreprise, il faut penser au droit de travail. Donc, typiquement, le droit de travail, vous allez trouver aux États-Unis en général et surtout en Floride, parce que ça peut varier, mais vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a plus de souplesse concernant l'embauche, le licenciement des salariés. Encore, ça dépend de l'État. Il y a certains États où il y a plus de restrictions. La Floride est considérée comme un État libre, soit pour embaucher ou accepter un emploi, ainsi que pour licencier ou pour démissionner d'un emploi. Il y a une exception qui est similaire à la situation en France ou ailleurs. S'il s'agit d'un contrat d'embauche à durée déterminée, vous n'avez pas la liberté totale de licencier ce salarié sans récompenser la partie du contrat qui n'a pas été performée déjà ou exécutée. Donc, si par exemple, il y a un contrat à durée déterminée d'1 année et au 9e mois, vous voulez licencier la personne qui bénéficie de ce contrat, il va falloir trouver une solution à l'amiable ou bien simplement payer les 3 mois restants sur le contrat pour rester en bonne situation vis-à-vis de ce salarié. Évidemment, il y a des lois qui protègent les salariés en cas de salaire impayé. Donc, ça implique autant pour l'employeur que pour le salarié qui se trouve dans une situation d'impayé. Et il y a aussi une caractéristique de ce genre de loi pour niveler le niveau entre le salarié et la société qui l'embauche. Il y a typiquement une clause qui permet le salarié qui recherche à se faire payer des récompenses impayées, que ce soit salaire, commission, quoi que ce soit, la forme, pour obtenir la récupération aussi des honoraires d'avocat. Et donc, vous savez que les avocats, c'est pas donné nulle part, ni en France, ni aux États-Unis. Donc, si vous devez 1 000 ou 2 000 $ à un salarié, qui peut être beaucoup pour le salarié, imaginez si vous êtes aussi ordonné à payer non seulement les 1 000 $ ou les 2 000 $, mais aussi peut-être 2, 3, 4, 5, 6 000 $ d'honoraires d'avocat. Donc, c'est une bonne idée de bien veiller les relations avec les salariés et aussi les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dépendent d'une loi fédérale. Donc, s'il s'agit d'un salarié qui revendique des heures supplémentaires impayées, vous allez vous trouver devant un tribunal fédéral qui sont peut-être beaucoup plus rigides dans la pratique et la procédure. Donc, non seulement peut-il, le salarié, récupérer les heures sup impayées,
mais aussi un autre montant de dommages liquidés du même montant. Donc, c'est-à-dire que si le salarié revendique 4 000 $ d'heures supplémentaires impayées, il va demander en effet 8 000 $ et en dessus, il peut demander aussi la récupération des honoraires d'avocat devant le tribunal fédéral. Ça risque d'être très coûteux. Donc aujourd'hui, avec toutes les possibilités de bien veiller les heures sup, les logiciels, les services de fiches de paie, donc il n'y a pas vraiment de raison pour se trouver dans cette situation de heures sup. Donc, un autre aspect des affaires ou de la vie active que je voulais soulever avec vous, surtout des Français, parce que ayant vécu en France, je sais que les Français sont généralement des gens intelligents et créatifs. Donc, la question de propriété industrielle ou intellectuelle peut sortir aux États-Unis dans le cadre des affaires. Ou être aussi hors du cadre des affaires parce qu'il y a des écrivains, des artistes, des cinéastes qui peuvent protéger leurs œuvres par le droit d'auteur. Mais il y a aussi d'autres éléments de propriété intellectuelle pour les créateurs d'entreprises. Par exemple, vous connaissez sans doute la notion de franchise. Vous avez vu, il y a McDo en France, typiquement, c'est une franchise, une sorte de licence. Licence de quoi? De plusieurs éléments de propriété industrielle, entre autres choses. Par exemple, l'enseigne McDo, le M en jaune contre le fond rouge, ça c'est une enseigne et aussi une marque de commerce enregistrée. Donc, si vous avez une franchise de McDo, vous allez avoir une licence pour utiliser cette enseigne qui est protégée par la marque enregistrée, la marque de commerce. Il y a sans doute dans toutes les franchises un manuel d'opération parce que ça, c'est le cœur même de la franchise. C'est un système qui permet clé en main l'exploitant de la franchise de démarrer tout de suite avec l'exploitation sans avoir, bon, évidemment, il y a une formation de comprendre le système, mais c'est beaucoup plus vite parce que vous avez un système, comme j'ai dit, clé en main qui est prêt à démarrer. Donc, le manuel d'opération serait couvert par le droit d'auteur, donc vous ne pouvez pas reproduire et diffuser ce manuel, que ce soit en forme dématérialisée, numérique, ou en forme physique sur papier. Un autre élément, parce que je voulais parler aussi des brevets dans le cadre de la propriété industrielle. Le brevet peut entrer dans la franchise, par exemple, s'il y a une machinerie particulière qui est exigée pour l'exploitation. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais au McDo, il y a des machines qui font des glaces et des milkshakes. Et typiquement, vous allez obtenir ces machines de McDo avec les serviettes, les gobelets en papier ou maintenant en plastique. Donc, tout ce qu'il faut pour la franchise est typiquement couvert par l'un ou l'autre des éléments de propriété industrielle. Or, pour les Français qui viennent aux États-Unis, qui soit ils ont exploité quelque chose avant ou pas, puisque vous êtes dans deux endroits, on peut dire, il y a aussi les conditions internationales et des applications nationales et internationales. Donc, il y a des accords qui existent pour tous ces trois catégories de propriété industrielle, mais il faut souligner que dans tous les pays, les droits à octroyer pour les droits d'auteur, pour les marques de commerce, pour les brevets, sont indépendamment de ces accords. Ce ne sont pas des accords qui créent des droits, ce sont des accords qui facilitent l'obtention des droits. Par exemple, pour les droits d'auteur, la Convention de Berne n'implique pas qu'un dépôt de droit d'auteur vaut pour tout le monde, mais que les signataires de la Convention de Berne s'engagent à l'égalité de traitement d'une personne qui demande l'enregistrement de droit d'auteur
qu'il n'y aura pas de formalité onéreuse ou extraordinaire. Et comme j'ai dit, elle est indépendamment de l'octroi d'un droit d'auteur. Donc, si vous avez écrit un livre, par exemple, en français, et que vous avez édité aux États-Unis sans avoir diffusé en France, ce n'est pas, sous la Convention de Berne, un obstacle pour l'obtention des droits d'auteur enregistrés pour cette œuvre. Donc, pour les marques de commerce, il y a aussi un accord. Encore, les marques de commerce sont indépendantes d'un pays à l'autre. Pourtant, il y a un accord qui s'appelle l'accord de Madrid ainsi que le protocole de Madrid. Et ces deux-là facilitent le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce dans plusieurs pays en même temps. Pourtant, la décision administrative d'approuver ou de ne pas approuver la demande de l'enregistrement de la marque sous l'accord de Madrid dépendra encore de chaque pays. Et par exemple, beaucoup de pays ont des lois que certains symboles internationaux ou nationaux ne peuvent pas être le sujet d'une marque de commerce, mais peut-être vous avez un symbole national dans un pays qui n'est pas un symbole national dans un autre pays. Donc, à savoir si ça peut être approuvé comme une marque de commerce dans toutes les différentes juridictions. Un autre avantage pour quelqu'un qui exploite ou qui a une marque de commerce déjà enregistrée en France, on peut utiliser parfois pour le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque aux États-Unis une date antérieure de priorité, la date du dépôt de la marque en France. Et pour cela, il faut expliquer que traditionnellement, le droit d'auteur dans les pays anglophones, disons, anglo-américains, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, ils suivaient historiquement une règle de donner une marque de commerce, donner l'exclusivité pour une marque qui est exploitée. Et il n'y avait pas de moyen pour enregistrer une marque qui n'était pas en usage et exploitée. Donc, il y a 33 ans à peu près, on a passé une loi aux États-Unis pour permettre le dépôt de la marque, la demande de dépôt de la marque fédérale avec une intention d'exploiter la marque, même si la marque n'est pas encore exploitée. Et dans le courant de la procédure du dépôt de la marque aux États-Unis, la marque fédérale, je souligne encore, tôt ou tard, il va falloir montrer la preuve d'un usage de la marque dans le commerce. Et pour le principe fédéral du commerce, c'est des ventes ou de la distribution des biens ou des produits entre les différents États des États-Unis, donc par exemple une vente de la Floride en Californie, ou bien entre les États-Unis et un pays étranger. Donc, si vous vendez quelque chose en France qui porte votre marque, donc ça suffit pour avoir la protection de la marque ou la demande, les critères pour demander l'enregistrement de la marque aux États-Unis. Pour le brevet encore, il y a le Patent Union, union de brevets, qui permet aussi le dépôt d'un brevet dans plusieurs pays en même temps, même si la décision administrative d'octroyer ou de ne pas octroyer le brevet dépend de chaque administration nationale. Typiquement, aujourd'hui, on voit que dans tous les pays industrialisés, le terme d'un brevet qui est limité, on trouve beaucoup d'uniformité aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, des pays typiques. On trouve que les brevets durent 20 ans. Donc, il faut être ponctuel parce que c'est un temps limité pour l'exploitation du brevet. Je pense qu'il nous reste peu de temps, donc je vais parler rapidement de la fiscalité, généralement aux États-Unis. Je veux d'abord commencer par dire que la Floride, c'est un État très favorable du point de vue fiscal parce que la Floride n'a pas d'impôt sur le revenu personnel. Il existe d'autres impôts, évidemment, il y a aussi des charges pour les salariés, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Floride. Typiquement, c'est la fiscalité fédérale qui est prédominante aux États-Unis, y compris pour
l'impôt sur le revenu. Ça peut varier aussi beaucoup d'un État à l'autre. Par exemple, à New York, si vous habitez à la ville de New York, Manhattan ou les autres boroughs, vous avez la loi fédérale, l'impôt fédéral sur les revenus. Vous avez aussi un, un impôt de l'État de New York sur le revenu. Et à New York, la ville, vous avez même un impôt de la ville de New York sur les revenus personnels. Donc, ça dépend de l'État. Je comprends en Californie, dans certains endroits, je pense à San Francisco, c'est une situation semblable. Et donc, on voit beaucoup de monde dernièrement qui montre une préférence pour la Floride. Pour les Français, parmi nos téléspectateurs, il y a aussi deux conventions fiscales. Il y a une convention franco-américaine sur l'impôt sur le revenu ainsi que sur la succession. Donc, ces genres de conventions vont guider la priorité de l'imposition pour un revenu ou un gain. Ça peut être un plus-value sur la vente d'un bien. Et typiquement, vous allez trouver qu'un bien immobilier vendu en France va payer l'impôt sur le plus-value en France et pour les États-Unis, aux États-Unis. J'ai mentionné aussi la Convention sur la succession. C'est un avantage important pour ceux qui se sont naturalisés américains ou qui ont le statut de résident permanent aux États-Unis, parce que comme ça, le règle d'ouverture de la succession aux États-Unis va faire en sorte que vous allez bénéficier d'un abattement pour le montant de la succession pour éviter les droits de mutation. Au-dessous de 11 millions de dollars, il n'y a pas d'impôt à payer si vous êtes un citoyen des États-Unis ou un résident permanent, c'est-à-dire détenteur d'un green card. Pour les personnes qui ont des biens aux États-Unis assujettis à la succession, il y a un abattement qui n'est que de 60 000 dollars. Donc, vous voyez évidemment une différence importante. Donc, je veux rapidement dire pour la fin de la vie active, l'effet de la retraite peut mener la fin du visa. Donc, c'est important de bien organiser cette situation, surtout si vous comptez rester indéfiniment aux États-Unis pour ne pas avoir de surpris. Pour des gens qui viennent aux États-Unis ayant eu une première carrière en France, peut-être vous avez accumulé certains crédits ou points pour la sécurité sociale en France. Ensuite, vous travaillez aux États-Unis, vous avez un autre jeu de crédits pour la sécurité sociale. Les États-Unis a passé des accords de totalisation de sécurité sociale avec une trentaine de pays, notamment la France et beaucoup d'autres. Et l'effet de cet accord de totalisation, c'est de rejoindre les deux qualifications pour que vous puissiez bénéficier pleinement de vos contributions à la sécurité sociale. Donc, j'aimerais dire aussi, estate planning, c'est l'optimisation de votre patrimoine successoral, soit pour faciliter la transmission des biens, soit pour diminuer ou éviter totalement les impôts. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut en bénéficier après une vie active et réussie. Pour les ressortissants européens, je voulais simplement dire qu'il y a eu un changement du règlement européen qui est entré en vigueur vers 2017, donc il y a 5 ou 6 ans, qui permet les ressortissants européens qui ont une résidence habituelle dans un pays hors de l'Union européenne, qui peuvent quand même désigner le choix de la loi applicable au testament fait par cette personne. Donc, c'est important parce que ça a changé beaucoup de traditions juridiques françaises, de réserve héréditaire, les quotes-parts disponibles. Donc, si c'est un souci pour faciliter la transmission, peut-être vos enfants habitent aux États-Unis ou peut-être ils sont toujours en Europe, peut-être vous avez des petits-enfants. Donc, il y a des moyens
d'organiser votre patrimoine et aussi de désigner une loi autre que la loi de votre nationalité ou de la loi de votre dernier domicile. Donc, je pense qu'il nous reste très peu de temps. Je m'excuse si j'étais un peu trop loquace, mais je vous remercie de votre attention et je suis prête à recevoir des questions qui peuvent être peut-être plus spécifiques que les généralisations dont on a discuté ce matin. Mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et si vous avez des questions qui sont vraiment particulières à votre situation, vous pouvez me rejoindre par les coordonnées que Framco va afficher sur l'écran dans quelques minutes. Donc, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, David. Et effectivement, donc on va afficher la photo d'ici un petit instant, mais je ne peux pas voir les questions en même temps et afficher les photos, donc on y reviendra tout de suite. Mais première question de Sophie, et il me semble qu'on a un petit peu répondu, mais pour être bien clair sur la question, y a-t-il un investissement minimum pour les visas E2? En fait, le règlement ni la loi précise un minimum. Ici, il précise simplement que l'investissement doit être substantiel. Donc, j'ai discuté un peu des critères de substantialité de l'investissement, mais ça dépend de l'exploitation. Si vous avez une idée qui va générer avec 10 000 $ d'investissement de capital un chiffre d'affaires d'1 million de dollars par an ou plus, ça suffit. Ça suffit parce que c'est une exploitation qui va sans doute générer des emplois avec les millions de dollars de chiffre d'affaires. Malheureusement, il y a peu d'investissements de ce genre, mais c'est pour souligner que la loi ne précise pas un montant particulier pour le visa E2. Pour le visa EB5, comme j'ai dit, c'est 1 million de dollars ou 500 000 $ dans une zone de difficulté économique. Parfait. Une autre question aussi de Sophia, encore une fois. Oui. Pour l'obtention de la carte verte, que faire quand les enfants sont devenus majeurs et ayant passé leur diplôme aux États-Unis? Bon, il y a des possibilités dans certains cas pour demander un visa de résident permanent pour un enfant, même âgé de l'âge de majorité. Donc, c'est l'une des catégories de visa immigré qui est basée sur les relations familiales. De l'inverse aussi est vrai. Si vous avez la nationalité américaine, vous pouvez demander un visa d'immigré, la carte verte, pour vos parents. Donc, il faut simplement souligner que la situation est différente entre un citoyen qui demande un visa d'immigré pour un familier ou bien une personne qui a la résidence permanente. Et cette distinction vaut aussi même pour le mariage. Donc, la situation pour un résident permanent qui se marie et veut bénéficier le conjoint avec la situation aux États-Unis, c'est différent pour une résidence permanente et pour une situation, un résident permanent et un citoyen des États-Unis. Et justement, à l'instant, Eugénie a partagé avec nous donc, vos informations. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à prendre une photo. Ou de toute façon, vous pouvez aussi retrouver ce webinaire en replay normalement dès demain. Mais on va passer tout de suite à une autre question. Oui. Est-ce que la sécurité sociale française permet d'être couvert aux USA, notamment à travers la Caisse des Français de l'étranger, donc la CFE? Ça, c'est une question assez compliquée. En principe, pas vraiment, sauf que on peut, ça implique déjà la question que tous les crédits de la sécurité sociale française ont été acquis par cette personne. Donc, dans ce cas-là, normalement, c'est un droit acquis, mais dans l'autre cas, il y a la possibilité de totaliser avec les États-Unis et donc dépendre au moins en partie de la sécurité sociale pour la retraite. Parfait.
Une autre question, alors celle-là est d'une personne anonyme qui dit: Bonjour maître, quel est le taux exact d'imposition en Floride et y a-t-il des taux différents au sein même de l'État de Floride? Donc, le taux de quel impôt? Parce que, comme j'ai indiqué, il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Floride. Donc là, le taux serait de zéro. J'ai dit aussi que ça ne veut pas dire qu'on est un paradis fiscal en Floride. On a des impôts, notamment, il y a une TVA qui vaut dans tout l'État, qui est environ 6 ou 7%, mais dans certaines villes, comme Miami Beach, par exemple, ils ont la possibilité de rajouter 1% à la TVA. Donc, la TVA, c'est quelque chose que vous allez voir dans des magasins, dans des restaurants, pas forcément dans les épiceries, mais le taux est de 6 ou 7%. Mais pour des autres taux fiscaux, il faut savoir de quel impôt il s'agit précisément. D'accord. Deux petites questions encore. Y a-t-il moyen de passer d'un visa E2 à une carte verte facilement? En fait, il n'y a pas de transition automatique entre les deux. Il faut manifester dans la demande de visa les qualifications pour satisfaire les deux. Or, si vous demandez un visa E2 et ensuite vous voulez avoir un visa EB5, il faut quand même satisfaire pour les critères de visa EB5 l'investissement de $1 million dans une zone normale ou $500,000 dans une zone de difficultés économiques. Mais je dois souligner, c'est un peu risqué, mais il y a aussi la possibilité d'obtenir un visa EB5 à travers un investissement dans un centre régional de développement ou d'investissement. Ce sont des entreprises privées qui sont agréées pour qualifier des investisseurs pour avoir un visa EB5, mais là, comme le visa E2, c'est vraiment au risque personnel de l'investisseur. Il y a même une liste de tels centres régionaux sur le site web du service d'immigration aux États-Unis avec un avertissement dans ce sens que c'est un investissement et que le gouvernement n'a rien à voir avec l'investissement. Ça dépend de votre interlocuteur. Et si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère et honnête, ça sera à votre, à À votre frais. votre dommage. Voilà. Donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de démarches et il faut faire attention. Pour résumer Pour ça rapidement. résumer, il faut qualifier indépendamment pour chaque visa. Donc, il n'y a pas vraiment de visa immigré, non immigré, qui va se convertir automatiquement dans un visa d'immigré avec le passage d'un certain temps, etc. Il faut toujours montrer les qualifications pour chaque visa. Parfait. Une dernière petite question. Pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup parler du Delaware au niveau fiscal aux États-Unis? Le Delaware, c'est un État qui n'a pas d'impôt pour une société constituée sous la loi de Delaware, mais qui n'a pas son siège dans l'État de Delaware. Pourtant, si vous avez une société Delaware et vous vous établissez en Floride, même si vous n'avez pas d'impôt sur le revenu de la société Delaware dans l'État de Delaware, vous allez quand même avoir un impôt à payer dans l'État où vous êtes en exploitation. Et j'ai dit pour la Floride, l'interdiction, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu personnel, mais sur le revenu d'une société, il y a quand même un impôt. Delaware aussi, c'est un État où la jurisprudence sur les sociétés est très bien développée parce qu'il y a eu beaucoup de grandes sociétés qui se sont établies au Delaware. Donc, pour les gens qui sont immergés dans les sociétés, dans le droit, c'est un État où on a une certaine stabilité et de continuité et de connaissance évidente de ce qui est la situation de la loi au Delaware concernant les fonctionnements internes des sociétés. Et oui, c'est une question d'ailleurs qui nous revient beaucoup à nous-mêmes au sein de la Chambre de commerce, des gens qui
qui souhaitent s'expatrier, qui sont un peu en train d'essayer de le faire comme ça et qui nous parlent tout de suite du Delaware, alors qu'encore une fois, voilà, il faut réfléchir beaucoup plus et c'est beaucoup plus Oui. compliqué qu'on ne pense. Hein, donc, voilà. Donc, En tout parfois, il cas, faut… Pardon. J'allais non, dire, parfois, il faut approfondir ce qu'on apprend sur Internet. Donc, c'est vraiment un peu superficiel parfois. Donc, parfois, il faut bien plonger dans les détails. et c'est d'ailleurs pour ça que, bien sûr, à la Framco, nous recommandons de contacter un avocat, hein, et notamment Monsieur Willig ici présent, qui est donc un de nos membres, un membre très actif et qui nous a fait un superbe webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Willig. Merci beaucoup. Merci à Charles, Eugénie, tout le monde qui a passé cette heure avec nous. Et sachez que je reste à votre disposition en Floride, en France et partout au monde. J'ai beaucoup d'expérience aussi en Amérique latine pour des gens qui pensent en Floride comme un moyen de pénétrer des marchés vers le sud. Donc, je suis à votre disposition. Exactement, voilà. Donc, merci encore une fois énormément. Donc, encore une fois, vous avez donc toutes les infos de David qui sont affichées à l'écran. Je sais que, par exemple, Sophia, qu'on a beaucoup vu dans le chat, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Mais donc, je vous invite, Sophia, à contacter directement David. Hein. Et pour tous les autres, c'est pareil. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Du côté de la Framco, donc, pas de webinar prévu prochainement. Néanmoins, notre prochain événement, Bastille Day, le 14 juillet, qui se passera à Saint-Pite. Ce sera un gros événement, hein, l'un de nos principaux événements de l'année. Donc, nous espérons vous y voir. Et vous pouvez retrouver dès demain, normalement demain, hein, ce sera bon, ce webinaire sur notre chaîne YouTube et nous allons aussi le diffuser sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller le revoir. Et encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à contacter Maître David Willig. Merci à tous. Merci encore, David, et puis à très bientôt. Merci encore et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À très vite.